Donc oui, aujourd'hui, je vais vous présenter en fait les résultats de 2 grandes études qui ont été menées sur, les guêpes parasitoïdes, en fait, de savoir, si ces guêpes parasitoïdes dans le canola étaient capables de contrôler, 2 ravageurs majeurs qu'on va, décrire, sans plus tarder. Donc à savoir, dans le canola, on a différents ravageurs qui vont, impacter la culture. En tout début de saison, on peut avoir les altises des crucifères et l'altise des navets qui vont, aller faire un peu de défoliation au niveau des cotylédons jusqu'au stade 5 feuilles. Et tout au long de la saison, on peut avoir la saccidomie du chou-fleur. Plus tard, au niveau de la floraison, on va avoir l'apparition du charançon de la silique, tout comme le méligate des crucifères, qui sont des ravageurs un peu plus secondaires comme la punesterne, la fausse teigne des crucifères et également la pierrite du chou. Mais les 2 importants ravageurs du canola, c'est principalement la saccidomie du chou-fleur et le charançon de la silique. Alors le charançon de la silique, lui, a été rapporté pour la première fois au Québec en 2000. L'adulte, il est noir avec une certaine pilosité comme on peut voir, sur la photo. Ça mesure 3 à 4 millimètres de long et il a un long rostre, caractéristique des charançons. La larve, elle, va se développer, à l'intérieur des siliques, de canola. On voit ici le petit trou, d'émergence en fait de la larve au niveau de la silique. Elle va mesurer de 5 à 6 millimètres. Elle va avoir une tête arrondie, un corps, brun couleur crème et la capsule céphalique qui va être un petit peu plus foncée. Alors les dommages, en fait, c'est que les adultes vont venir pondre dans les siliques et les larves, à l'intérieur de ces siliques, vont se nourrir des grains de canola, jusqu'à 3 à 5 grains, selon ce qui est rapporté dans la littérature. Par la suite, on va avoir aussi la cécidomie du chou-fleur qui, elle, a été, rapportée pour la première fois en 2000 également. C'est un petit moucheron de 1,5 à 2 millimètres de long, à tête noire avec le corps un peu, verdâtre, jaunâtre à verdâtre. C'est très difficile de les apercevoir dans les champs. La larve, elle, elle est très petite, ça ressemble à un asticot, jaune citron, 2 à 4 millimètres, qui va se développer vraiment à l'intérieur des bourgeons, de canola. Donc là, on peut voir un bourgeon de canola infesté avec des larves de cécidomie du chou-fleur. Les adultes vont venir pondre dans ces points de croissance et en se nourrissant, les larves vont déformer les boutons de croissance et on va avoir un avortement des boutons ou encore on va avoir des bouquets de silique, ça va empêcher, l'élongation de la tige. Donc c'est bien sûr, les ravageurs ont aussi des ennemis naturels, dont les parasitoïdes. Ces parasitoïdes sont des petites guêpes qui vont parasiter d'autres insectes. Donc ces petites guêpes, elles vont soit pondre à l'intérieur, de la larve ou alors, à la surface de la larve hôte et par la suite, elle va se développer aux dépens de son hôte en se nourrissant des organes internes. Et donc à maturité, comme on peut voir ici sur la photo, un puceron qui a été parasité, on va avoir le parasitoïde qui va puper à l'intérieur et qui va sortir de son hôte, donc il va émerger, ce qui va causer généralement la mort, de l'hôte. Et les nouveaux parasitoïdes émergés, eux, vont chercher à se reproduire et tout de suite aller chercher de nouveaux hôtes à parasiter. Donc tous ces parasitoïdes, en fait, sont présents naturellement et peuvent exercer un certain contrôle des populations de ravageurs. Donc là, j'ai pris un cas, peut-être que tout le monde connaît, mais le scarabée japonais, on voit ici, on a une mouche taquinaire qui est venue pondre son œuf, au niveau du thorax et donc à l'éclosion, cette larve va aller se nourrir de son hôte, ici le scarabée japonais. Et ces parasitoïdes sont aussi employés en lutte biologique, comme dans le cas des trichogrammes, avec les trichocartes qu'on peut placer dans les champs, qui va libérer en fait ces parasitoïdes pour aller parasiter, différents insectes. Alors nos 2 ravageurs, la cécidomie du chou-fleur et le charançon de la silique, ont eux aussi des 2 parasitoïdes qui ont été découverts, assez récemment. Donc le premier, c'est, Trichomalus perfectus qui a été, découvert en Ontario et au Québec en 2009, qui lui va aller parasiter le charançon de la silique. Et de l'autre bord, on va avoir Sinopeas, miles qui lui, a été découvert en 2007 en Ontario et au Québec, qui va parasiter la larve de Cécidomyie du chou-fleur. Alors, avec ces récentes découvertes, on a monté en fait 2 études pour étudier la distribution, l'efficacité des parasitoïdes de ces 2 ravageurs, d'intérêt dans la culture du canola. Donc là, on va discuter des parasitoïdes du charançon de la silique. C'est un projet qui a été mené entre 2012 et 2020. Et son objectif, c'était vraiment de voir sa distribution et son efficacité dans les champs à parasiter les larves de charançon. Donc, Trichomalus perfectus, on appelle ça un ectoparasitoïde, c'est-à-dire que lui va venir pondre ses œufs sur la larve de charançon. Donc ici, sur la photo, en rouge, c'est difficile à voir, mais on a une larve qui est quasi desséchée parce que justement, le parasitoïde s'est développé à l'intérieur de cette larve et là, est en train de faire sa pupe pour émerger comme adulte par la suite.
Donc en Europe, cette espèce, Trichomalus perfectus, assure principalement le contrôle naturel des populations de charançons, avec des taux de parasitisme qui peuvent être assez élevés, on parle de 95. Donc l'idée du projet, en fait, c'était de récolter en fin de saison 1000 siliques par champ. Ces siliques étaient envoyés ici au sérum. On les mettait dans des boîtes, d'émergence, pour incuber, en fait, pendant 6 semaines et à la fin, on récoltait toutes ces siliques et on dénombrait, en fait, les gousses endommagées. Donc on peut voir ici un petit trou d'émergence au niveau de la silique et on comptait également les parasitoïdes et les larves de charançon qu'on retrouvait après qu'elles aient émergé, des siliques. Tout ça a été conservé dans de l'alcool et ces spécimens ont été envoyés pour identification et confirmation au laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection. Donc, si on regarde au niveau du charançon de la silique, pour les différentes années pour lesquelles on a prélevé des siliques, on voit qu'on a une très grande majorité, à peu près 82% des champs qui ont été échantillonnés, pour lesquels on a présence de dommages de charançon de la silique. Donc, le charançon de la silique est quand même bien présent au Québec. Par contre, ce qui est intéressant de regarder, c'est les pourcentages de siliques troués, c'est-à-dire ils sont présents dans 82%, mais dans la majorité des cas, le nombre de siliques moyens endommagés est de 3,1%, donc ce qui est pas très, très élevé. Par contre, on a des variations, des fois, qui sont de très faibles à très élevées. Donc, on a des champs qui étaient à 65,2% de siliques troués. Et le seuil d'intervention, en fait, pas le seuil d'intervention, mais le seuil de dommage économique est situé à peu près à 25% de siliques endommagés. Et ici, dans cette colonne, on voit pour les différentes années le nombre de sites qui ont dépassé ce seuil de 25%. On a uniquement 3 sites, ce qui représente 1,3% des champs pour lesquels on a eu des dommages économiques significatifs. Donc, Charançon est présent relativement, il est relativement bien implanté au Québec. Par contre, on a peu de champs qui dépassent les seuils économiques en fin de saison. Maintenant, si on regarde donc sur ces 82% de sites, on a voulu savoir le pourcentage de sites pour lesquels on avait du parasitoïde. Et donc, parmi ces 82 sites, on en a 62%, donc plus de la moitié, pour lesquels on a présence de parasitoïdes. Donc, les parasitoïdes sont quand même relativement bien implantés aussi dans les champs où il y a du charançon. Et les taux de parasitisme moyens peuvent varier aussi, sont relativement élevés. On a certaines années où on a moins de taux, les taux de parasitisme sont plus faibles, mais en moyenne, on a quand même 43,1% de taux de parasitisme dans les champs pour lesquels on a du parasitoïde, ce qui est quand même très, très bon. Et en plus de ça, on a regardé aussi le nombre de grains mangés pour les siliques dans lesquels on n'avait pas de parasitoïdes. Donc là, on arrive à peu près à 5 grains mangés quand on n'a pas de présence de parasitoïdes, alors que quand le parasitoïde est présent et va se nourrir de la larve à l'intérieur, on va diminuer le nombre de grains mangés d'à peu près 46%. Donc on peut se sauver 46% des grains mangés grâce à ce parasitoïde qui est présent naturellement. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Tout ça, ça montre que les parasitoïdes sont quand même relativement bien implantés au Québec et qui semblent bien contrôler le charançon de la silique, puisqu'on a très peu de sites qui dépassent les seuils économiques d'intervention. Donc maintenant, on a collecté tous ces parasitoïdes. Donc, on a 1128 parasitoïdes qui ont été collectés entre 2012 et 2020. Ils ont été envoyés pour identification, mais on a regardé aussi leur distribution dans les différentes régions et on voit que 85% des parasitoïdes collectés provenaient de 3 régions, dont près de la moitié du Bas-Saint-Laurent. On en avait 25% en Chaudière-Appalaches et 14% en Capitale-Nationale. Donc, la très grande majorité des parasitoïdes proviennent de ces 3 régions. Donc c'est ça, en général, ce sont les régions pour lesquelles on a des dommages de charançon de la silique qui sont les plus élevés. Donc beaucoup de charançon, beaucoup de parasitoïdes. Parmi ces 1128 parasitoïdes, on en a 392 qui ont été collectés entre 2012 et 2013. Ces derniers ont été pré-identifiés ici au sérum à la superfamille des Calcidoidea. Par contre, quand on les a envoyés pour analyse moléculaire, la qualité ADN était mauvaise et donc on n'a pas pu aller plus loin que cette pré-identification. De 2014 à 2020, donc tous les parasitoïdes restants, les 736 restants, ils ont tous été identifiés à la famille des Pteromalidés, donc qui fait partie de la superfamille des Calcidoidea. Donc 95% de ces parasitoïdes appartenaient à cette famille. Et dans cette famille, on en a près de 80% qui appartiennent à l'espèce Trichomalus perfectus. Donc encore une fois, c'est l'espèce majoritaire. On avait un peu moins de 4% des parasitoïdes qui étaient Trichomalus lucidus, et on avait quelques individus, de mémoire, il me semble que c'est 2, Mesopolobus mori, qui parasitent aussi le charançon de la silique.
Par contre, ce qui est intéressant de regarder par rapport à ces identifications, c'est que tous les calcidoidea qu'on a récoltés en 2012 et 2013, qu'on a pu pré-identifier à la superfamille, on suppose que ces derniers vont être majoritairement des ptéromalidés et probablement plus du 3/4 vont appartenir à l'espèce Trichomalus perfectus, comme on a vu entre 2014 et 2020. Alors maintenant, est-ce qu'on doit s'inquiéter du charançon de la silique? Au niveau de la répartition des dommages, on a une augmentation, on a observé une augmentation en 2009 de la présence de silique trouée et des larves de charançon de la silique. Par contre, on a une diminution en 2020. On a un hotspot au Bas-Saint-Laurent, donc c'est vraiment la région dans laquelle on a beaucoup de charançon de la silique, beaucoup de dommages aussi au niveau des siliques. Et on a une certaine augmentation du charançon de la silique en Abitibi-Témiscamingue au fur et à mesure des années. Donc, quand on a commencé le projet, on avait très peu de charançon. En 2020, quand on a arrêté le projet, il y avait un petit peu plus de charançon. Donc, c'est qu'il y a une installation qui se passe dans cette région. C'est quelque chose à suivre. Ensuite, on avait une faible présence du charançon au cours des 8 dernières années, mais c'est généralement localisé à certains sites ou à certaines régions, comme on disait, le Bas-Saint-Laurent, Capitale Nationale, Chaudière-Appalaches. Mais on a quand même des augmentations au cours des 2 dernières années. Ça, il faut faire attention. On a peu de champs qui dépassent le seuil de dommages économiques. Donc, sur les 8 ans d'études, on a seulement 3 sites qui ont dépassé le seuil. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Trichomalus perfectus est l'espèce majoritaire à 80% des identifications. C'est un parasitoïde qui est quand même relativement bien implanté au Québec. On a 62% des sites pour lesquels on avait du charançon qui présentent du parasitoïde. Et ces parasitoïdes, en fait, vont contribuer à maintenir les populations de charançon de la silique sous le seuil de dommages économiques. Alors, tous ces résultats, en fait, vont être publiés au printemps au travers d'un bulletin spécial du réseau d'avertissement phytosanitaire Grande Culture. Donc, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner au RAP pour recevoir les résultats, les bulletins, mais aussi les avertissements en cours de saison. Ensuite, le deuxième projet que je voulais vous parler, c'est sur le parasitoïde de la cécidomyie du chou-fleur. Ça, c'est un projet qui a commencé en 2018, qui avait une durée de 5 ans, donc qui se finit en avril cette année. Et l'objectif, en fait, de ce projet, c'était de savoir où est localisé le parasitoïde qui a été découvert en 2016. Est-ce qu'il est largement répandu au Québec? C'est quoi son abondance? Est-ce qu'il permet d'avoir des bons taux de parasitisme? Et surtout de voir l'évolution des populations, puisque sa découverte est assez récente. On veut savoir s'il s'implante ou si, au contraire, il a du mal à s'implanter dans la région. Donc, Sinopeas, sa première mention, comme je disais, 2016, c'est un endoparasitoïde, c'est-à-dire qu'il va pondre ses œufs à l'intérieur de la larve. Donc, avec son ovipositeur, il va venir pondre son œuf à l'intérieur, puis la larve, après éclosion, va se nourrir à l'intérieur de la larve. La première étude d'envergure a été menée en Europe de 2009 à 2011, dans lesquelles ils cherchaient les parasitoïdes de la cécidomyie du chou-fleur, et ils ont montré que Sinopeas smiles était l'un des 2 parasitoïdes majoritaires parmi les 5 espèces qu'ils ont pu répertorier. Les taux de parasitisme moyens en Europe étaient relativement faibles, on parle de 3%, et dans de rares cas, on avait des maximums de 28% de taux de parasitisme. Et depuis, il y a peu d'efforts qui ont été mis en place pour développer des programmes de lutte biologique contre la cécidomyie du chou-fleur, d'une part à cause des faibles taux de parasitisme, mais aussi parce que ce parasitoïde va avoir une large gamme d'hôtes, parce qu'il parasite les cécidomies d'une manière générale. Et là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la cécidomie du chou-fleur est l'hôte principal de Sinopeas à l'heure actuelle, ou est-ce qu'il peut se développer ou se développe majoritairement sur d'autres espèces de cécidomies? Par contre, ce qui est encourageant, c'est que au cours de 2 années, on a vu des taux d'augmentation de 30% du taux de parasitisme de cette même espèce, Sinopeas, mais sur la cécidomie du pommier dans des vergers de l'Ouest canadien. Donc ça, c'est relativement prometteur parce qu'on peut avoir des taux de parasitisme qui peuvent augmenter très rapidement en très peu de temps. Alors l'idée avec le projet, c'était, on a échantillonné 53 sites dans 7 régions différentes entre 2018 et 2022. Il y a 4 échantillonnages qui étaient faits en cours de saison, répartis entre juin et août. Et là, ce qu'on faisait, c'est qu'on prélevait 20 plants de canola infestés ou qui présentaient des dommages de cécidomyie du chou-fleur. Donc ces plants de canola étaient coupés, ils étaient mis dans des pots d'émergence, puis ils étaient envoyés au sérum qu'on mettait en conditions contrôlées pour justement vérifier les émergences tous les jours et dénombrer les insectes qui émergeaient de ces pots, à la fois les cécidomies, mais aussi les parasitoïdes. Et donc, toutes ces données ont été cumulées par plan, à savoir le nombre d'insectes émergés, les dates d'émergence et les taux de parasitisme. Alors, c'est quoi la distribution de Sinopeas?
Comme on peut voir, tous les points, en fait, c'est les endroits, c'est un site dans lesquels on a échantillonné et on voit que Sinopéa s'est retrouvé dans toutes les régions pour lesquelles on a fait des échantillonnages. On a certains sites, donc on a 17 des sites pour lesquels on n'avait pas de parasitoïdes, dont un au Bas-Saint-Laurent, un en Gaspésie, mais surtout en capitale nationale et Chaudière-Appalaches, c'est vraiment ces endroits ici où on a la moins grande présence du parasitoïde. Et d'une manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a la présence du parasitoïde dans les régions où il y a des fortes populations de cécidomyie du chou-fleur. Maintenant, est-ce que le parasitoïde est présent pendant la période à risque du canola? Donc, en haut, vous avez les stades de croissance du canola et la période à risque est marquée ici en rouge. Donc, pour la première année, en 2018, on voit que nos échantillonnages montrent que le parasitoïde était présent, mais un petit peu tard en saison. En 2019, par exemple, le parasitoïde était présent aussi pendant la période à risque. Donc ça, c'est vraiment bon parce qu'il peut permettre de diminuer les dommages et les pertes rendement potentiels qui pourraient être attribués à la cécidomyie du chou-fleur. En 2020, un peu plus tardif, 2021 aussi, ça va dépendre des régions. On voit qu'en Montérégie-Est, au Saguenay, il est présent pendant la période sensible. Et en 2022, un peu la même chose. Mais d'une manière générale, il arrive un petit peu tard dans la saison. Maintenant, si on regroupe tous nos plants qu'on a échantillonnés, là, on voulait voir un petit peu c'est quoi la part d'insectes et puis de plants qui sont infestés. Sur les 780 plants qui représentent notre 100 de plants de canola qui ont été récoltés, on en avait 54 qui présentaient de la cécidomyie du chou-fleur. Donc 54 des plants étaient infestés par la cécidomyie. Et parmi ces plants, on en avait 31 qui hébergeaient quand même du parasitoïde. Donc c'est pas négligeable. Si on regarde la répartition, on avait à peu près 87 des insectes qui ont émergé, c'est de la cécidomyie. On avait 13 de parasitoïdes qui étaient quand même présents dans nos pots. Et si on recombine tout ça, c'est 57 des plants infestés par la cécidomyie qui hébergeaient du parasitoïde. Donc, c'est quand même beaucoup de plants qui ont du parasitisme naturel dans les champs de canola. En 2020, on a à peu près la même chose, 40 des plants qui hébergeaient de la cécidomyie, 14 et on avait 36 des plants infestés par la cécidomyie qui présentaient du parasitoïde. Et si on regarde pour 2021, on a une tendance à la baisse, on est passé de 57 36 à 22 Donc, au fur et à mesure des années, on a de moins en moins de plants qui hébergent du parasitoïde. Par contre, en 2022, on a eu une augmentation, on est remonté à près de 40 On a quand même des taux qui se maintiennent aux alentours des 40 pour, en ce qui a au niveau des plants qui hébergent du parasitoïde. Maintenant, c'est quoi les taux de parasitisme qu'on a observés dans les différentes régions? On a observé des taux de parasitisme qui sont relativement élevés en Abitibi-Témiscamingue, où on avait des taux de parasitisme qui oscillaient entre 20 et un peu moins de 40 Au Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi, on a beaucoup de cécidomyie du chou-fleur dans cette région, mais on a des taux de parasitisme qui sont quand même relativement intéressants. Dans les autres régions, on a vraiment des taux de parasitisme qui sont beaucoup plus faibles, sauf en Gaspésie où on avait des faibles taux en 2020 et en 2022, on a eu des taux qui montaient jusqu'à 10 donc ce qui est relativement bien. Mais d'une manière générale, on a des bons taux de parasitisme dans les endroits où on a des fortes populations de CCF et ça, c'est probablement aussi en lien avec les superficies de canola qui sont cultivées au Québec. Donc si on remet tout ça en perspective, c'est pour les différentes années, on va voir les taux de parasitisme. Donc, on est passé de 25 à une moyenne d'environ 10-12 pour les autres années. 2021, on avait une année qui était assez particulière où on a eu une baisse assez importante du taux de parasitisme, mais ça reste quand même des taux de parasitisme qui sont beaucoup plus élevés qu'en Europe, qui étaient reportés à près de 3 Au niveau des taux de parasitisme minimum et maximum, on a aussi des forts taux de parasitisme certaines années jusqu'à 70 alors qu'en Europe, on montait à 30 maximum. Et cette même étude, en fait, est faite en collaboration avec l'Université de Guelph, qui, eux, s'occupent de l'Ontario, mais ils font exactement la même étude en Ontario. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que les taux de parasitisme au Québec sont généralement plus élevés qu'en Ontario. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir qu'on regarde, qu'on essaye d'expliquer, en fait, pourquoi les taux de parasitisme sont plus élevés au Québec qu'en Ontario. Aussi, on a possiblement la première mention au Québec d'un autre parasitoïde de la cécidomyie du chou-fleur. Donc, on a détecté un parasitoïde qui s'appelle Inostemma. Et lui est assez la femelle est assez caractéristique, c'est que son ovipositeur va être caché dans un fourreau ici.
Donc, on a découvert une dizaine d'individus en 2019 qui a été identifié comme Myostema et c'est un parasitoïde des cécidomies d'une manière générale. En 2020-2021, on n'a eu aucune émergence de ce parasitoïde, mais en 2022, on en a retrouvé un. Donc, c'est peut-être une espèce qui est en cours d'installation au Québec. Donc, ce serait peut-être intéressant de suivre pour voir s'il s'installe et s'il aide Sinopéas aussi à contrôler les populations de cécidomie du chou-fleur. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette présentation? C'est que Sinopéas est quand même largement distribué au Québec. Il est présent dans les différentes régions et c'est dans près de 83% des sites pour lesquels on a échantillonné où il est présent. Dans les deux grandes régions productrices de canola, donc Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, c'est quand même près de 50 à 65% des plants qui hébergent du parasitoïde. C'est un parasitoïde qui serait très bien établi dans ces régions. Il est présent pendant 11 semaines, donc de début juillet jusqu'à la 3e semaine de septembre. Et par contre, on va observer de fortes variations entre les sites et les régions, probablement liées aux abondances, notamment au niveau des abondances et des taux de parasitisme. Les taux de parasitisme au Québec sont beaucoup plus élevés qu'en Europe, ce qui est très prometteur, puisqu'on parle de taux de parasitisme entre 32 et 40%, qui permettent de contrôler naturellement les ravageurs dans les champs. Maintenant, les questions qu'on se pose, c'est est-ce que les taux de parasitisme sont assez élevés pour contrôler de manière efficace les populations de cécidomyie du chou-fleur? Peut-être, surtout avec les taux de parasitisme qu'on a observés dans les premières années, 2018-2020. Maintenant, est-ce que l'abondance du parasitoïde est assez élevée et au bon moment, donc pendant la période critique, les stades sensibles du canola, pour maintenir ces populations à des seuils qui sont en dessous des seuils acceptables. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont contribué au projet, à savoir les clubs conseils en agro-environnement, qui font les échantillonnages pour nous, les membres du réseau d'avertissement phytosanitaire, toutes les personnes impliquées dans l'identification des insectes, toute l'équipe du sérum aussi, et finalement l'équipe de l'Université de Guelph également pour conduire cette même étude en Ontario. Et finalement, remercier le MAPAC pour le financement au travers d'un RAP recherche pour le parasitoïde du charançon de la silique, et Ecoda et Agriculture Canada pour le financement au travers du partenariat canadien pour l'agriculture, pour le projet sur la cécidomyie du chou-fleur. Si vous avez des questions, je suis tout oui.